C'est une femme essentielle dans le débat intellectuel français. Une femme brillante et libre, engagée et combative, à la curiosité insatiable et à l'éloquence fougueuse. De celle qui fascine un amphithéâtre d'étudiants, de celle qui donne envie de se plonger dans les livres lorsqu'elle apparaît dans une émission littéraire ou de débat, de celle qui bouscule, provoque, oblige à réfléchir lorsqu'elle décortique l'histoire ou analyse un fait de société. Elle déteste le superficiel, fustige les intellos de bazar. Elle a du savoir, des convictions, et quand elle défend un sujet, avec son phrasé rapide, son verbe étincelant, ses yeux devenus brasiers, elle emporte souvent la mise. Elisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste, aime à ferrailler. Elle a toujours posé des questions, cherché des explications à tout. Et la profession de ses parents, psychiatres, tous les deux, l'intérêt de sa mère, amie de Lacan et de Dolto pour la psychanalyse, l'a plongée toute jeune dans la marmite freudienne. Elle a eu beaucoup d'autres maîtres. Deleuze, Althusser, Foucault, Derrida. Elle s'est lancée dans une formidable histoire de la psychanalyse en France. Un travail de titan, salué mondialement. Mais elle continue de faire vivre sa discipline en montrant combien la psychanalyse nous éclaire sur les grandes questions de la société. La place des femmes, l'éclatement de la cellule familiale, le mariage et l'adoption pour les couples gays. Elle ne mâche pas ses mots et reste lumineuse. Psychanalyste et historienne, universitaire et critique littéraire, intellectuelle au caractère bien trempé, Elisabeth Roudinesco prend volontiers position dans les débats de société. Alors, Elisabeth Roudinesco, vous êtes l'une des grandes figures de la psychanalyse en France. Vous êtes l'auteur de l'histoire de la psychanalyse en France, d'une très célèbre biographie de Jacques Lacan, du dictionnaire de la psychanalyse. Vous venez de publier chez Fayard « La famille en désordre ». On disait à la fin du 19e siècle, si les femmes travaillent, elles vont être des hommes, bien sûr, elles vont, la différence s'effacera, la même histoire, absolument. Elles feront plus d'enfants. C'est des discours apocalyptiques. La famille recomposée, c'est de la famille, la famille... Monoparentale, c'est de la famille. Bah oui, il ne faut pas exclure. Je me reconnaîtrais tout à fait dans un féminisme de combat en faveur de l'égalité, mais je ne peux pas me reconnaître, par exemple, dans un féminisme puritain qui voudrait faire des lois excessives. Ce sont quand les parents ne croient plus eux-mêmes à l'école que les enfants sont les plus réfractaires à l'école. Contrairement à beaucoup de psychanalystes d'ailleurs, vous êtes pour le mariage homosexuel. Moi je suis pour la loi, je suis pour qu'on révise tranquillement le code civil. Les lois de la filiation sont en train de changer depuis 20 ans. On légalise au fond des choses qui paraissaient aberrantes mais qui ne le sont pas. Je n'ai pas une âme militante, mais pas du tout, pas du tout. On le croit, mais pas du tout. En revanche, on est sollicité en tant qu'intellectuel ayant écrit des choses. Donc on est sollicité pour signer des pétitions, pour s'engager. Et moi j'ai répondu aux sollicitations quand elles me paraissaient justes. Donc c'est comme ça que je me suis investie dans des combats. C'est pas pour changer le monde, c'est pour le modifier. Je dirais presque le soigner, j'aime pas ce terme. Mais en tout cas pour modifier les conditions de vie. Attentive aux interprétations et critiques sur la psychanalyse, elle creuse sa discipline pour penser les transformations de la société. Un engagement parfois proche du combat. On ne la présente pas, mais on la présente quand même. Elisabeth Roudinesco, psychanalyste, historienne, directrice de recherche à l'université Paris Diderot Paris 7. Donc Elisabeth, tu as la parole. Pourquoi est-ce que les psychanalystes doivent prendre position sur des questions de société ? La psychanalyse traite de la différence des sexes, des hommes et des femmes, de l'évolution de la famille, des problèmes psychiques, de la folie, c'est-à-dire de l'homme dans son entier. Freud a pris position contre la peine de mort.
Freud a pris position sur la question de la guerre. Il a été un homme engagé, un conservateur éclairé qui a toujours répondu à toutes les questions concernant la psychanalyse dans la cité. C'est pas la psychanalyse qui est devenue une vieille dame. Une doctrine n'est jamais une vieille dame à mettre au placard. Ce sont les psychanalystes. Alors, il faut se réveiller. Et donc, il y a des moments où il faut prendre des positions très claires en faveur, oui ou non, d'une loi. Ensuite, on discute à l'intérieur. Non, on discute. Parce que la société évolue de cette façon-là. Entourée d'ouvrages depuis l'enfance, la psychanalyste se consacre à l'écriture. Écrire pour réfléchir, faire comprendre, écrire pour s'engager aussi. Dans les années 80, elle est la première à publier l'histoire de la psychanalyse en France. L'histoire et la psychanalyse, sujets de recherche qui seront la base d'une pensée. L'écriture a toujours fait partie de ma vie depuis très 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 longtemps. Bon, depuis, je sais pas, l'âge de 15 ans. J'ai écrit de la poésie, j'ai écrit des nouvelles. Oui, j'ai toujours écrit. J'écris dans mon bureau. Je lis partout, mais je n'écris pas partout. J'arrive pas à écrire des livres ailleurs que chez moi. Je crois que si on est auteur, écrivain, et qu'on n'écrit pas un petit peu tous les jours, on perd un peu le fil. C'est difficile parce que c'est un travail. À partir du moment où on écrit, on veut publier. On veut vraiment publier. J'ai publié tout de suite, très vite, tous mes livres. Sauf quand j'avais envoyé un mauvais roman à 3 éditeurs qui m'ont répondu que le roman était mauvais, ce qui était exact. J'avais 18 ans. Hein. Donc mes 2 premières lettres que j'ai reçues, pas de n'importe qui d'ailleurs, de Claude Durand et de Georges Lambrix, l'un m'a convoqué pour m'expliquer ce que je devais faire dans la vie et l'autre a dit la même chose par lettre. Quand vous êtes très jeune et que 2 grands éditeurs disent « faites autre chose que des romans, mais écrivez », c'est qu'il y a une écriture. J'écoute quand on me dit quelque chose qui semble vrai. Il ne faut pas se heurter, surtout pas quand on est très jeune. Ce livre événement, je disais, Elisabeth Roudinesco, de 2 volumes sur l'histoire de la psychanalyse en France, qu'est-ce qui vous a déterminé à devenir l'historienne de la psychanalyse ? Oh, des choses assez compliquées. J'avais envie au fond, de raconter une histoire compliquée, conceptuelle, doctrinale, enfin difficile, d'une façon assez romanesque. Enfin, c'était au fond l'occasion d'écrire quelque chose qui soit à la fois complètement vrai, c'est-à-dire basé sur des documents infaillibles et où on raconterait une vérité historique, mais aussi de le faire passer comme ça en littérature. Oui. Vous êtes du Sérail ? Oui, oui, par ma mère qui a été Génie Aubry, qui a été une des pionnières de la psychanalyse en France. Moi, je trouve que vous êtes une formidable conteuse, vous racontez très bien, c'est un western. Vous appelez ça la bataille, moi je dirais plutôt un western. Qu'est-ce que c'est que toute l'histoire des hommes? C'est l'histoire de leur bataille et de leur guerre. Ce sont les conflits et les batailles qui déterminent l'histoire des idées. L'histoire de la psychanalyse, oui, c'est un événement important dans ma vie, puisque avant, j'avais publié des livres qui étaient des recueils d'articles. Là, je faisais 2 volumes de choses complètement inédites. C'est ce qui a fait la reconnaissance, d'un coup. Je suis, pour le moment, la première à avoir écrit sur l'histoire de la psychanalyse en France, oui, et je suis toujours la seule. Hélas. Demain, nous allons donc à Palerme. C'est notre premier voyage. C'est un de nos premiers voyages en Italie. Et oui. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce plaisir d'être là, une terrasse de café, une terrasse de bistrot, et d'être devant un panorama merveilleux, et puis de parler de nos affaires littéraires et de nos personnages qui nous hantent, l'un et l'autre. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on s'est installés ensemble. L'Italie, c'est vraiment un lieu d'épanouissement, de partage. Les mots, les livres, c'est absolument évident que ça nous réunit. Et nous avons un certain lieu en été, nous passons 3 semaines, tous les ans, depuis que nous nous connaissons, et où nous lisons, relisons ces textes de littérature. Je crois que nous ne serions pas ce que nous sommes sans ce moment-là, où tout est réuni. La beauté, les plaisirs,
la littérature, la pensée, le dialogue, l'échange, et déjà les perspectives des combats à venir. Du coup, on ne dit pas où on va. Oui, c'est pas à Palerme. Et on ne le dit jamais. Toute l'histoire de la psychanalyse est passée ici. C'est là qu'il y a eu les débuts de la psychanalyse en France, avec les premiers psychanalystes qui ont, de 1926, ont enseigné ici. Ici, ma mère est venue suivre le séminaire de Jacques Lacan, qui avait lieu de 53 à 63, et elle a suivi et le séminaire de Jacques Lacan et les présentations de malades. Ma mère était neuropsychiatre de formation et pédiatre, médecin des hôpitaux, mais elle a été la contemporaine de Lacan, l'amie de Lacan, comme Françoise Dolto, c'est-à-dire de la même génération. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui a inventé. C'est la première qui a, dans les années 50, montré, dans un film et dans des écrits, que le langage et la communication sont d'une importance considérable pour que l'enfant puisse se développer et qu'il ne suffit pas qu'il soit simplement bien lavé, bien soigné, bien traité, et qu'il faut aussi une communication verbale, sinon ils deviennent psychotiques. Août 1944, libération de Paris. Élisabeth naît quelques jours plus tard dans une capitale en liesse. De cette date de naissance, elle gardera l'idée de la liberté. Un sentiment qui ne la quittera plus, comme celui de devoir affronter le monde pour défendre sa singularité. Mon premier souvenir d'enfance, je pense que j'avais 4 ans, et ma mère est partie aux États-Unis pour se former à la psychanalyse. Elle est partie pour 3 ou 4 mois, ce qui est une séparation importante. Je me souviens que j'allais au jardin des Champs-Élysées, puisque j'habitais aux Champs-Élysées. Je courais en disant que je voulais aller en Amérique pour la rejoindre. Et ma mère, pour moi, dans mon enfance, elle était un grand patron. J'ai des souvenirs d'elle en capote bleue des hôpitaux. C'était à la fois le service public auquel elle était dévouée, la philanthropie, et elle s'occupait beaucoup d'enfants qui n'allaient pas bien. Bourgeoisie éclairée, famille cosmopolite, Élisabeth Roudinesco hérite d'une vision européenne et républicaine. Pédiatres tous les deux, ses parents sont âgés quand elle naît. Sa mère a 40 ans. Elle occupe des fonctions importantes pour une femme de l'époque. Son père, un fameux clinicien, en a déjà 60. Ses parents divorcent lorsqu'elle a 9 ans. À l'école, j'étais atypique. J'étais en décalage par rapport aux autres élèves. Enfant de vieux, enfant qui avait certainement beaucoup plus de liberté de parole que dans les autres familles. J'étais la seule enfant de parents divorcés. Et j'allais presque ajouter, mais c'est amusant à dire, la seule enfant de parents divorcés où ça marchait très bien. Ce qui était atypique, donc, c'était l'âge, le divorce, et le fait que ma mère travaillait, et pas n'importe quel travail. Et donc, quand on remplissait les fiches, je mettais médecin des hôpitaux, chef de service et psychanalyste. Et psychanalyste à l'époque, c'était encore, dans ces années-là, j'en ai écrit l'histoire après, assimilé à quelque chose d'horriblement sexuel, et donc de débauché. J'obéissais pas aux ordres, ça c'est clair. Il fallait que j'aie l'explication, toujours, de pourquoi il fallait le faire. C'est insupportable pour celui qui exerce l'autorité. J'étais comme ça. Je demandais des explications sur tout. J'étais très autonome. J'étais obligée de me débrouiller parce que j'avais justement le sentiment qu'il fallait, en étant atypique, savoir se défendre dans la vie. Et je savais, très tôt, c'est ça qui donnait la force, que j'avais les moyens de me défendre, que je serais appuyée par ma mère. Il y avait beaucoup d'amour entre elle et moi, ça c'est certain. Quant à son père qui avait l'âge d'être un grand-père, il lui transmet son savoir d'une toute autre manière. L'exercice de son autorité confinait parfois à l'art militaire. Élisabeth en retiendra les conflits dialectiques de deux visions qui s'affrontent. Elle fait très tôt l'apprentissage de la contestation.
J'ai fait beaucoup de voyages en Italie avec mon père dès l'âge de 10 ans. On allait à Florence, à Rome ou à Venise. Et il y avait un programme de visite au pas de course et très militaire. Et c'était comme ça, et il fallait obéir. Et donc, pour contredire un ordre qui est évidemment suffisamment souvent juste, hein, c'est-à-dire, tu dois voir Michel-Ange, parce que Michel-Ange est un génie et que c'est ça qui est intéressant. La seule possibilité, c'est d'opposer un savoir à un autre savoir. Mais il faut que ce qu'on oppose soit aussi bien que ce qui est enseigné. C'était un conflit permanent. C'était militaire, la transmission du savoir sans affect. Et ma mère, c'était l'affect. C'était la transmission de l'affect. Ça développe l'esprit critique. Les deux choses à la fois, ça développe l'esprit critique. Ça, c'est très joli. C'est le questionnaire Proust. Album Confidence de musée des familles. C'est ma mère qui m'a transmis ça. Alors, ma mère y a répondu. Quelle est la couleur que vous préférez? Le bleu, c'est vrai. Quelle occupation préférée? Quel délassement? Quel idéal du bonheur terrestre? Elle a mis 3 fois lire. Quel sort vous paraît le plus à plaindre? Ne pas pouvoir lire. Quel est votre mets de prédilection? Les frites, ça, tout à fait. Moi, je l'ai fait en 87. Quelle est la couleur que vous préférez? Toutes les couleurs sauf le bleu. Quelle est la plus grande vertu? Le courage. Quel vice détestez-vous le plus? La lâcheté. Quelle est votre occupation préférée? Écrire, aller au cinéma. Quel a été le moment le plus pénible? La mort de ma mère. Quelle devise prendriez-vous? Avoir le courage de ses opinions. J'ai pas mis les frites. Si, j'ai mis les frites, mais j'en ai mis plein. Les pâtes, les frites, la côte de bœuf. On aurait envie de corriger, hein, parce qu'on pense pas la même chose à la même moment de sa vie. C'est l'exploration de soi, la psychanalyse. C'est une révolution de l'intime. C'est l'idée de mieux se connaître. C'est l'idée de faire quelque chose de sa vie en accédant à son inconscient. C'est aussi une technique thérapeutique. Et ça renouvelle quelque chose de la philosophie. Ça fait partie des avancées de la civilisation, au même titre que les autres avant-gardes, que les autres évolutions littéraires, cinématographiques. Ça en fait partie. Avez-vous l'impression que le discours de la psychanalyse est un peu entré dans les mœurs? Il est qu'à aller dans des sociétés où il n'y a pas de psychanalyse, ou dans des sociétés où elle s'est arrêtée, par exemple en Union soviétique, jusqu'à la chute du mur. Bon. Si on regarde l'effet de la psychanalyse, il y a eu, mais incontestablement, une transformation radicale dans nos sociétés liée à la psychanalyse, le fait qu'on parle de la sexualité. Le problème, c'est que ça dépend des époques, si vous voulez. Je crois que quand on vit dans une société comme aujourd'hui, où c'est vrai qu'on va vers une société de libéralisme économique effréné, la place du sujet est en question parce qu'on cherche de l'efficacité, du technique, du vide, du rapide, la psychanalyse est lente. Et qu'on ne fait pas de la clinique en général, ni de la psychiatrie, ni de la médecine, avec un savant et des résultats. S'il n'y a pas la clinique, le cas par cas, le contact, le dialogue, c'est pas possible. Le tout science avec plus de sujets. Le 7-9, Pierre Veille, sur France Inter. Journée spéciale sur France Inter consacrée à Freud et à la psychanalyse. Régulièrement, il est là dans l'actualité, Freud. Ainsi vient de paraître chez Fayard Sigmund Freud, Anna Freud, correspondance. Elisabeth Rodinesco, bonjour. Bonjour. Et vous avez écrit la préface de cet ouvrage. Alors, dans ce livre, on découvre un adepte de la liberté individuelle et puis en même temps, un homme qui voulait contrôler, limiter. Il pensait que l'époque dans laquelle il vivait était une époque où on frustrait beaucoup trop
la sexualité. Donc il était libéral. Il fallait autoriser les mœurs dont aujourd'hui nous bénéficions. Freud était pour l'émancipation des femmes, pour qu'elles travaillent, pour la contraception, mais en même temps, pour autant, il n'était pas libertaire, pas du tout. Comment expliquez-vous toutes ces offensives au fil des années, puis récentes, visant Freud, la psychanalyse? Il a toujours été attaqué, critiqué. Parce que ça vise la partie intime de nous-mêmes, la sexualité, le désir. Alors il a d'abord été attaqué par toutes les églises et aujourd'hui par les scientistes qui prétendent trouver d'autres solutions. Mais Freud était aussi un homme de science. Par exemple, il n'a jamais refusé les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a un excès médicamenteux. On donne trop de médicaments et de psychotropes, notamment à tous les dépressifs, à tous les névrosés, à tous les anxieux. Et je pense qu'on va arriver à une critique du tout médicament, comme on a fait la critique du tout psychanalyse. Les bienfaits des médicaments, c'est avéré, mais l'excès n'est pas possible. Merci Elisabeth Roudinesco. Je rappelle que vous signez la préface. Chez Freud, il y a une quête des libertés tellement forte. C'est une espèce d'antitotalitarisme incroyable, où l'individu est vraiment l'unité c'est l'unité de valeur, c'est la seule unité qui compte. C'est une grande première parce que Freud sur France Inter, c'est pas évident, quoi. Le grand public est presque volé de la connaissance de Freud auquel il pourrait avoir droit. C'est exactement ça. Voler, c'est un vol. Donc la radio publique, elle est là pour rétablir les gens dans leurs droits aussi. Ils ont le droit d'avoir une connaissance le plus juste possible d'une des grandes figures qui constituent la pensée d'aujourd'hui, la pensée moderne. Travailler sur l'histoire comme une évidence. Les années 80, bientôt un siècle de psychanalyse freudienne. C'est aussi la mort de Lacan et la dissolution de son école. Elisabeth Roudinesco décide de poursuivre son exploration des grands maîtres de cette discipline. Et lorsque Freud et la psychanalyse subissent des attaques, elle cherche à rétablir des vérités sur le sujet. Défendre le père de l'inconscient devient un fer de lance. J'ai beaucoup travaillé dans cette bibliothèque pour l'histoire de la psychanalyse, pour Théroigne de Méricourt. Là, vous avez toute l'évolution psychiatrique. Ça, c'est des archives très précieuses, j'ai tout consulté, et c'est la principale revue où ont écrit tous les psychanalystes français. Et donc là, il y a des textes de ma mère, il y a des textes de Lacan, il y a des textes de... C'était la principale revue. Je dirais qu'à partir des années 80, là, la nécessité de faire l'histoire d'une discipline qui a déjà presque 100 ans s'est imposée, un petit peu avant d'ailleurs. Et on s'aperçoit à un moment donné que si des praticiens ne connaissent pas leur histoire, alors la boussole est perdue, ils ne savent plus s'orienter dans le présent, ils ne pensent plus leur clinique. Et c'est pour ça que dans mon propre travail, j'ai considéré qu'il fallait retourner à l'histoire pour penser l'avenir et le présent. Aujourd'hui, n'importe quel charlatan peut venir raconter n'importe quoi sur Freud, y compris les psychanalystes. Et du coup, les médias, souvent ignorants, répètent des rumeurs qui sont divulguées à grande échelle, notamment avec Internet. Donc nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'histoire, le retour à l'histoire vraie des faits, tout simplement, est capital. Alors il y a dans ce tout petit carnet-là des notes que j'ai prises dans des revues, dans des livres, dans des archives. J'ai recopié aussi des lettres de Lacan à la main, quand j'allais voir son frère à l'abbaye de Hautecombe. Donc je suis devenue en quelque sorte dépositaire d'un savoir que plus personne n'aura, parce que je suis la seule à l'avoir recueilli. Votre biographie de Jacques Lacan, Elisabeth Roudinesco, fait grand bruit. Les uns applaudissent, les autres sont furieux. Vous vous y attendiez. Je pense que c'est un peu normal, parce qu'il y a évidemment les ennemis de Lacan qui en ont fait un véritable diable et qui le détestent, et puis les idolâtres qui, bien entendu, en font une sorte de grand timonier et l'adorent. Moi, j'ai évidemment travaillé tout à fait différemment, en essayant de montrer tous les aspects de ce personnage absolument extraordinaire, grand savant, grand lecteur de Freud. Moi, ce que je trouve remarquable dans votre livre, je dois vous dire, c'est que c'est vrai que vous dites c'est un génie, vous employez le mot. Absolument, oui. Parfois, vous êtes drôle parce que vous dites notre héros, comme si c'était quelque chose de très J'avais déjà. Notre héros. Et puis, donc, c'est un génie. Mais en même temps, vous ne cachez pas du tout ses défauts. Il avait des défauts quand même assez monstrueux, cet homme. Mais écoutez, je crois que c'est ça qui est passionnant dans l'histoire. C'est de montrer, surtout aujourd'hui, tous les aspects de ce personnage.
C'est la première fois qu'on exhume l'histoire de Lacan. Et pour un biographe, Lacan est un personnage passionnant. Mais passionnant, beaucoup plus que Freud. C'est un grand angoissé, c'est un homme du XXe siècle, un moderne, avec une vie très compliquée, et qui a écrit quand même une œuvre très étrange, puisqu'elle a révolutionné l'approche du texte freudien, puisqu'elle a introduit la philosophie allemande, elle a introduit une nouvelle vision de Freud et de la psychanalyse, mais qui est en même temps une œuvre inachevée. Je me situais vraiment dans un propos historique, ni hagiographie, ni diabolisation. Or, quand le livre est sorti, on a retrouvé ces deux tendances qui existaient, bien sûr, avant que je l'écrive. Alors la presse, ça a été pour ou contre Lacan. C'était pas mon livre. Il a fallu attendre 2 ou 3 ans la traduction américaine du livre pour que j'aie à la une du New York Times un grand article d'un historien de la psychanalyse, Perry Mazel, qui a dit « Voilà enfin un livre raisonnable qui nous montre qui était Lacan ». Et c'est devenu un classique au fil des années. Les personnages qui ont été contradictoires, ce qui est le cas de Lacan, on en a pour la vie. Elisabeth Roudinesco, vous êtes historienne de la psychanalyse, vous avez écrit une biographie de Lacan, vous avez écrit une histoire de la psychanalyse en France et vous avez co-signé avec Alain Badiou Lacan passé-présent. Lacan était une figure familière de mon enfance puisqu'il était un ami de ma mère qui était psychanalyste, donc j'étais nourrie en quelque sorte de la pensée psychanalytique. Et c'est sûr que quand les écrits sont sortis, j'ai pu avoir un regard sur cet objet de l'œuvre de Lacan tout en étant interne et externe. Évidemment, quand j'ai lu ça, j'ai dit à ma mère, mais dis donc, cet homme-là, un peu bizarre, que je voyais toujours entouré de tous ses élèves, il est quand même absolument génial. Pour ma génération, Lacan donnait à Freud et à la psychanalyse une dimension d'intellectualité tout à fait nouvelle. J'ai fini par faire une analyse, parce que je voulais aller voir si on lisait mieux les œuvres de Freud et de Lacan quand on avait été analysé. Pas du tout. Pas du tout. Et on oublie qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en analyse, pas du tout parce qu'ils allaient mal, mais parce qu'ils allaient bien et qu'ils voulaient ajouter quelque chose comme expérience de l'existence. Je refais cet appel ici. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas laisser la défense de la psychanalyse aux seuls psychanalystes. Il faut en faire une cause, véritablement. Oui. Voilà. La défense de la psychanalyse, c'est aujourd'hui une cause, la cause de la parole. Chine, à la vôtre. Allez. Allez. Allez, formidable. En fait, c'est les moments qu'on préfère dans les débats, c'est de manger après dans un Voilà. Non, mais on a fait ce livre à la suite d'un débat que nous avions eu à Philosophie Magazine et à la Bibliothèque nationale de France pour la célébration du 30e anniversaire de la mort de Lacan. C'est qu'au départ, ce sont des entretiens. Mais quand même, c'est une pente d'historienne, véritablement. Oui, mais je peux une pas pente m'empêcher. d'historienne. Quand tu vois qu'il y a des nuances, qu'il y a des complications, qu'il y a des influences, etc., tu es intéressé par ça. Alors que moi, je préfère les coupures, tu vois. Oui, ça c'est vrai. On a toujours aimé Marx, pas de la même façon. Moi, j'ai été au Parti communiste français. Moi, non, mais enfin, on était quand même... Ah oui. On était dans les mêmes eaux, quand même. Je suis un peu devenue social-démocrate, ils me le reprochent. Oui, parce que depuis, elle est devenue une social-démocrate timorée. Pas timorée. Mais je l'étais déjà quand j'étais au parti. Tu as toujours été social-démocrate, mais n'aggrave pas ton cas. Je vais te dire. Je pensais qu'il était devenu par faiblesse et conjoncture, mais si tu me dis qu'il a toujours été... Mais non, j'ai la même passion que toi pour la Révolution. L'idée de la Révolution, c'est la plus belle chose du monde. L'idée que quelqu'un veut changer sa condition, c'est formidable.
Vous nous proposez une biographie essai de Théroigne de Méricourt aux éditions du Seuil, une révolutionnaire dont la vie fut pour le moins mouvementée. Théroigne de Méricourt était une héroïne de la Révolution française dont j'avais repéré l'histoire chez Michelet. Donc il y avait un sujet qui mobilisait l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de la haine des femmes, l'histoire de la médecine. Il y avait tous les ingrédients. Mais surtout, quand j'en ai parlé à Elisabeth Badinter, qui est une spécialiste de l'histoire des femmes du XVIIIe siècle, elle m'a dit « Mais j'ai travaillé sur les pionnières du féminisme sous la Révolution française. J'ai 4 dossiers d'archives. Je viens tout de suite avec ma voiture et je vous les dépose chez vous. » Alors là, j'étais sommée de faire le livre. Je ne pouvais plus me dérober. Et Elisabeth Badinter a compris que c'était dans le deuil de ma mère. Ma mère venait de mourir, je l'ai donc dédié à ma mère. Et Elisabeth Badinter m'a dit « Au travail, j'ai écrit d'autres livres qui ne sont pas du tout l'histoire de la psychanalyse. Même la majorité de mes autres livres. Quand j'ai fait Théroigne de Méricourt, c'est pas la psychanalyse. Quand j'ai écrit La famille, c'est pas tout à fait la psychanalyse. La question juive non plus. Oui, c'est un objet. C'est mon objet d'étude principal. Mais j'en sors aussi beaucoup. Vous publiez ensemble un livre dialogue, de quoi demain, 3 petits points. Vous passez votre temps à déconstruire la famille, déconstruire les droits des animaux, la peine de mort. Enfin, vous vous attaquez successivement à toute une série de sujets. La psychanalyse aussi. Vous êtes souvent d'accord, mais il y a aussi des sujets de désaccord. Il y en a un qui m'a frappé, c'est la parité. Je n'ai pas senti de désaccord entre nous sur la parité. On est très proches. On est très proches. Moi, j'ai dit, je suis contre la parité en elle-même, bon. Mais que si on me laisse le choix, un choix binaire entre voter pour, voter contre, dans la situation présente, je vote pour la parité. Nous sommes d'accord sur l'émancipation, mais pas d'accord sur les moyens d'y parvenir. Et moi, j'ai pensé que là, dans ce cas-là, l'inscrire dans la Constitution était tout à fait exagéré. Oui, c'est un beau dialogue. J'étais intimidée parce que dialoguer à part égale avec ce philosophe que je connaissais depuis longtemps, qui était au sommet de sa gloire. L'idée venait d'Olivier, qui nous avait vu un soir parler, donc les 2 grands bavards, et qui a dit mettez par écrit. Il a fait partie des maîtres à penser, on va dire, qui m'a fait bouger. Je me suis vraiment rapprochée de lui, même dans la pensée. La pensée est ce qui a guidé son parcours, et les mouvements de l'histoire vont y contribuer. Mai 68, c'est la Révolution à Paris. Les années qui suivent sont libération sexuelle, intellectuelle, explosion des repères. Les philosophes et écrivains s'en mêlent. C'est la grande époque des revues littéraires, de la philosophie critique, des débats d'idées. Jeune femme, elle a déjà la tête pensante. Ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire pour moi, c'est qu'après 68 s'ouvre l'université de Vincennes. C'est la première fois, je pense, que j'ai trouvé l'université de mes rêves. Enfin, sont rassemblés comme enseignement ce que je lisais et qui n'était pas admis à la vieille Sorbonne. Donc je m'inscris au cours de Michel de Certeau, au cours de Gilles Deleuze, il y a Foucault. Et dans l'atmosphère extrêmement gauchiste et incroyablement révolutionnariste de cette université de Vincennes se passent des enseignements de très haut niveau et très sophistiqués. Tout ça, ça faisait une espèce de réseau en expansion, circulaire, irradiant, où tout était pris. Et donc là, on découvre des maîtres. C'est socratique. À 25 ans à peine, c'est l'engagement politique et littéraire qui vont marquer son entrée dans la vie adulte. Comité de rédaction de la revue Action Poétique, Université de Vincennes, adhésion au Parti communiste français, création de la librairie La Répétition, 10 ans d'intense émulation qui forgent une pensée, un appétit de savoir, un sens de l'engagement. J'ai rencontré Henri Deluy en 68 à l'hôtel de Massard. C'est la maison des écrivains où se réunissent tous les écrivains. Et moi, j'ai envie d'écrire des livres. Et là, je rencontre des intellectuels communistes. Et ensuite, il y a eu mon entrée à Action Poétique. Action Poétique faisait partie avec Change, Tel Quel, Promesse, des tas d'autres revues, de ce qu'on appelait à l'époque la vie littéraire intellectuelle. Et c'est une revue d'avant-garde qui publiait de la poésie,
et qui était une revue composée de beaucoup de poètes proches de Louis Aragon. Et Louis Aragon était une figure du Parti communiste, c'était un des grands intellectuels du parti. Ça a été une émulation, un apprentissage de l'écriture, en même temps que je commençais à écrire pour les Lettres françaises, qui était le journal d'Aragon, et pour la Nouvelle Critique, pour la presse du Parti communiste, mais d'un Parti communiste très puissant. Je fais une librairie à un moment avec l'équipe d'Action Poétique. Et là, il y a une activité formidable pendant 5 ans, jusqu'en 79. La librairie est un lieu militant. On était ouvert jusqu'à 3h du matin, rue Saint-André-des-Arts. On recevait des auteurs. Il y a les marxistes, les freudiens, les poètes, les surréalistes, les féministes, les socialistes. Tout ça donne un objet d'étude très intéressant. Quand j'ai adhéré au Parti communiste, le vote communiste était de 25%. J'ai adhéré parce que il y a une activité formidable au Parti communiste dans les années 70. La déstalinisation, la possibilité d'écrire dans la presse, l'ouverture du Parti communiste à des débats sur la psychanalyse, sur le structuralisme, il y a une grande effervescence. La nouvelle génération, dont je faisais partie à l'époque, considérait qu'il fallait maintenir l'idéal communiste, mais changer tout, et qui avait conscience que ça n'avait marché nulle part. Et puis j'ai assisté à la chute de tout ça. Mais pour moi, l'idée communiste reviendra forcément sous une autre forme. Je ne sais pas encore laquelle, mais l'idée quand même d'égalité, de liberté, qui a été inspirée par la Révolution française, par les droits de l'homme. Ça, c'est un universel. Au cœur de la ville des Lumières et des débats de société, Elisabeth Roudinesco mène une vie citadine à l'image de la psychanalyse. Les lectures, les rencontres et même le cinéma vont déterminer une envie de comprendre, de faire des liens et de transmettre. Voilà, on arrive, et c'est vrai que regarde l'éclairage. Oui, c'est vraiment très beau. Là, c'est très très beau. Ça, c'est absolument ça. Moi, j'ai toujours une émotion à venir ici au Grand Palais dans ça, parce que j'habitais pas loin dans mon enfance, c'est tout mon quartier des Champs-Élysées, avec tous les squares où j'allais. Il y a quelque chose de très fort là dans ce souvenir. Bah oui. Je crois que chaque fois que nous entrons dans cet espace, elle me rappelle ce souvenir d'enfance. Donc c'est voilà, c'est présent et c'est très associé aux expositions que nous voyons ensemble. J'habitais rue François 1er. Et ensuite, avec ma mère, quand elle a divorcé, j'habitais rue de Marignan. Le cinéma était à la porte. Donc, les jours de congé de l'école, j'allais au cinéma, ça complétait. J'y allais à 14h, je rentrais à 20h. Je voyais tout, oui. 2 fois le même film, et ensuite, j'allais à d'autres séances. J'adorais Hollywood. C'était un monde de princes, de princesses. Le cinéma est toujours présent. Il est présent dans tout ce que j'écris. La nouvelle vague et le cinéma américain nourrissent une génération qui cherche à rompre avec les pères. La jeunesse cultivée des années 60 s'adonne à la lecture des cahiers du cinéma et s'enflamme à la cinémathèque. Une passion pour Elisabeth qui ne l'a plus jamais quittée. Le réalisateur Arnaud Desplechin a choisi de faire un film à partir de Psychothérapie d'un Indien des Plaines. Pour adapter ce livre de Georges Devreux, dont Elisabeth Roudinesco a signé la préface, le cinéaste a échangé à plusieurs reprises avec l'historienne. Ils réfléchissent à cet objet de psychanalyse éminemment cinématographique. C'est l'histoire dans les années 50 à Topeka, au Kansas, d'une analyse entre un Indien et Georges Devreux, anthropologue et psychanalyste franco-américain. Quand j'ai vu le livre, je me dis, voilà, c'est un livre qui est écrit pour moi. Vous voyez, comme on veut être un Indien quand on est petit, il s'appelle Psychothérapie des Plaines. Vous l'avez découvert comme ça, comme ça. C'est la seule psychanalyse que je connaisse où on a simplement, on a vraiment la rencontre du premier bonjour au dernier au revoir. Absolument. C'est-à-dire, c'est pas repris sous une forme romanesque. C'est le verbatim. C'est le verbatim. Et quand on l'ouvre, ça ressemble à une pièce de théâtre. Il y a patient, psychanalyste, patient, psychanalyste, patient, psychanalyste, et on a les répliques et on voit 2 hommes que tout éloigne. Et ils deviennent amis. Et aujourd'hui, je me dis, la préface, c'est
côté très cinématographique du livre. C'était un compliment que je tenais à vous faire. C'est vrai, c'est le côté cinéma de l'affaire. La façon dont vous le racontez est tellement cinématographique, on est plongé avec les gens, c'est très très frappant. J'ai plus appris sur Rome par Borton, par Covadis, que par les lectures. Ça c'était direct, parce qu'il y avait la représentation. Ça rejoint en fait ce que j'aimais dans la littérature. Ça rejoint Hugo. C'est à la fois romantique, c'est à la fois l'Antiquité, c'est épique. Donc moi j'adorais ça dans mon enfance. Vous avez réussi à reconstituer la vie de Topeka? Je me suis dit le plus simple c'est d'aller de faire comme à la Nouvelle Vague. C'est à Topeka, donc on va aller tourner à Topeka. Mais il n'y avait plus la clinique. Il n'y avait plus la clinique. On a tourné dans une clinique comme la clinique de Topeka. Mais en effet, dans ce vaste lieu de Topeka, où il y a la médecine, la psychiatrie, la psychanalyse, les différentes psychothérapies, l'idée est, au fond, la nation américaine est grande. Et pour Devreux, ça va avec sa théorie, puisqu'il fait partie du courant d'ethnopsychiatrie. C'est l'idée de lier l'approche culturelle et l'approche psychique. Alors pour moi, c'était important de trouver deux acteurs, en tout cas, qui soient ethniquement... Je tenais à ce que l'acteur qui soit différencié et ça me plaisait que Benicio ne soit pas américain. Et du coup, on est parti sur ce couple-là. Il y a quelque chose qui me passionne dans l'histoire, qui m'a toujours passionné. Transmettre l'histoire aussi. L'école normale supérieure, c'est surtout pour moi là que j'ai rencontré Louis Althusser pour la première fois en 1972, qui m'avait écrit à propos d'un article publié dans les Lettres françaises. Il était directeur des études de philosophie. Je n'ai pas été son élève puisque je ne suis pas normalienne, mais nous avons été très amis, il m'a beaucoup encouragée dans ce que j'écrivais. Et c'était un philosophe qui était membre du Parti communiste. Donc l'école normale supérieure est liée à ça. Et maintenant, j'y enseigne moi-même au département d'histoire. J'ai un séminaire d'histoire de la psychanalyse. Un séminaire, ce n'est pas un cours. C'est le lieu de l'œuvre en progrès, c'est-à-dire on est là-bas. J'ai toujours le trac partout, toujours. Chaque fois que je fais quelque chose en public, j'ai le trac. Ça me paraît tout à fait normal. Nous allons traiter de questions historiographiques, biographies, biographes. La volonté chez Freud de maîtriser l'histoire est constante. D'un côté, il brûle ses archives au début, tous ses travaux en disant « je vais ennuyer mes biographes », mais le fait même de dire qu'il va ennuyer ses biographes, c'est qu'il pense qu'il en aura. Mais ce que Freud n'a jamais été capable de saisir, jamais, c'est ce que nous appelons, nous, la longue durée. Je suis né d'où? Et pour Freud, il était né de ses maîtres, pas de la longue durée de l'histoire des guérisons par l'esprit. Les livres d'Elisabeth Roudinesco sont traduits dans une vingtaine de langues étrangères et la plupart le sont en anglais. Régulièrement invitée par ses pairs, psychanalystes et universitaires, elle voyage à l'image de la psychanalyse dont elle scrute les mouvements. Elle sait que cette science humaine est universelle et que les désirs n'ont pas de frontières. La psychanalyse, elle traite d'universaux. Tout le monde a un inconscient, tout le monde a une sexualité, tout le monde a des désirs, quels que soient les pays. J'ai souvent été invitée et ça m'a permis, moi, de connaître l'histoire de la psychanalyse dans le monde entier, de faire des études comparatistes. Quel était l'état des lieux, les niveaux de développement. C'est passionnant. Il y a des pays où elle est très implantée déjà, comme en Amérique latine, mais il y a quelque chose dans les pays de l'Est qui réémerge et qui ressemble au tout début de la psychanalyse à Vienne. La psychanalyse, c'est aussi une affaire de migrants, c'est une internationale. Et de toute façon, la psychanalyse est voyageuse. C'est une petite affiche de votre intervention. Ah, c'est sympa. Ils ont pris une magnifique photo de Derrida. Il est très beau, là.
Madame Rudinesco, je crois que c'est un grand plaisir pour nous les Ukrainiens de voir vous ici à notre université. Et je crois que c'est justement le résultat de la perestroïka et de toute cette évolution que vous avez attentivement examinée. Au départ, tous ces philosophes de cette génération, que ce soit Foucault, Deleuze ou Derrida, s'intéressaient évidemment beaucoup à Freud et à la psychanalyse qu'ils ont fait entrer comme objet d'étude à l'université. Et prendre la psychanalyse comme objet d'histoire, dans ses rapports avec toute la culture française, c'est-à-dire avec les philosophes, était quelque chose d'apaisant. Ça permettait d'avoir et une distance critique et une approche bienveillante. Le judaïsme, c'est la religion du livre, donc évidemment je l'ai. Le catholicisme romain, c'est la religion du désir. Et puis le protestantisme, c'est la religion du libre arbitre. Donc il y a les trois m'ont marqué, plus les dieux grecs que je préfère encore. Je suis tellement peu religieuse que j'aime beaucoup toutes les religions parce que c'est des lieux d'histoire. Et puis vous savez, la psychanalyse, elle a hérité des deux monothéismes, plus des Grecs. La question juive, elle est centrale dans l'histoire de la psychanalyse. Je la traite déjà depuis le début. On ne peut pas faire l'histoire de la psychanalyse mondiale sans être passé par l'étude de ce qu'est la notion de judéité, c'est-à-dire d'identité juive, à Vienne à la fin du siècle. Et la psychanalyse est née de ça, puisque c'est fait par des juifs de l'Empire austro-hongrois qui sont déjudaïsés au sens de la religion, mais qui ont une identité juive. Toute cette époque rêvait d'une terre promise, pour les juifs, ou pour les autres, ou pour les non-juifs. Et Freud a trouvé la terre promise à partir d'une interrogation du fait qu'il était un juif sans Dieu. Universaliser la question de la terre promise, ça a été l'inconscient. Et évidemment, au bout du compte, je me retrouve avec ma propre histoire. Qui est mon père? Un juif émancipé qui ne croit plus en Dieu, qui émigre de Roumanie, qui est déjudaïsé, qui croit aux valeurs fondamentales des droits de l'homme, une mère qui appartient alors de tout temps à l'idéologie républicaine. Donc je retrouve le début de mon histoire. Depuis plus de 30 ans, c'est une intellectuelle concernée par l'évolution de la société, une femme agissant au présent. Elle affirme n'être pas dotée d'une âme de militante, mais est prompte à s'engager, voire à mener bataille. En France, l'intellectuel a une position privilégiée depuis l'affaire Dreyfus, depuis même la Révolution française, qui fait qu'il est écouté. On débat de tous les sujets, dans toute la presse. Je me suis toujours exprimée sur des tas de sujets de société. Mais en général, évidemment, c'est sur des sujets de société où il y a toujours la psychanalyse. La psychanalyse est née des transformations de la famille. J'ai écrit un livre sur la famille. Et donc, on connaît mes positions, donc on m'interpelle. Critique littéraire pour Libération pendant 10 ans et pour Le Monde depuis 1996, elle ne boude pas les médias. Aux détracteurs qui lui reprochent d'être trop présente dans la sphère publique, elle rétorque qu'un intellectuel doit aussi prendre position dans la cité. Sa légitimité, elle la puise dans sa bibliographie et l'exercice de ses enseignements. Ce que j'aime beaucoup dans la presse, c'est que c'est une écriture de l'actualité. Il faut être présent, il faut faire vite, évidemment pas faire d'erreur, mais c'est pas une... la caractéristique de la presse, c'est que ça vient après la réflexion. On écrit dans la presse parce qu'on a déjà une réflexion sur certains sujets. On n'écrit pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais
Au moment où on l'écrit, c'est l'événement, c'est la séance courte, il faut aller très rapidement. Là, j'avais pas envie d'intervenir. C'est quand j'ai vu les glapissements des psychologues que je me suis dit, c'est incroyable cette histoire. Et là, je suis intervenue. L'article s'en prend essentiellement aux psychanalystes et aux psychologues que j'appelle de psychologues de bazar, qui mobilisent le nom de Freud pour un pur combat de préjugés. Une levée de bouclier homophobe, comme on voit aujourd'hui, on ne peut pas se taire. C'est important, la vie intellectuelle, quand on prend des positions. Mais en ce qui concerne les lois, il y a une commission des lois. Et les spécialistes, entre guillemets, philosophes, intellectuels, sont auditionnés. On est amené, c'est la vie démocratique du pays, donc c'est important de faire des articles. La télévision vous interviewe. Et il y a toujours des pour et des contre. Oui, il faut toujours éclairer des événements par de la pensée. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette audition sur un sujet auquel j'ai consacré en effet plusieurs travaux. Inutile de vous dire que je suis favorable à cette loi. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est non pas à une révolution qui conduirait à la disparition de la famille, mais à une évolution qui nous a tous frappés, qui au contraire vise à la pérenniser. Je voudrais dire que ce qui détruit la famille, ce n'est pas le désir des homosexuels d'entrer dans l'ordre familial, ce n'est jamais le désir de faire famille, c'est la misère. Misère psychique, misère matérielle, misère morale, celle que l'on voit aujourd'hui et qui conduit à des dérives meurtrières, au terrorisme, au sectarisme religieux. Victor Hugo, écrivain le plus populaire, le plus célébré dans le monde, le plus républicain aussi à la fin de sa vie, l'a énoncé dans Les Misérables. Père amoureux de l'amour a forgé avec Jean Valjean un personnage célèbre. Sans doute les pédopsychiatres experts d'aujourd'hui, voyant arriver cet être bizarre, le traiteraient peut-être de pédophile ou peut-être de mère abusive. J'ai envie de dire à tous ceux qui, au nom d'une introuvable normalité, fustigent les familles, monoparentales, homoparentales, anormales, divorcées, que chaque enfant aimerait avoir pour mère et pour père à la fois l'équivalent d'un Jean Valjean. Merci. Nous appartenons tous les deux, au fond, à la race des combattants. Au fond, pour les mêmes raisons. Mais nous ne combattons pas de la même façon. C'est un mousquetaire, et moi je suis plutôt un artilleur. Autrement dit, elle ferraille aussitôt qu'elle en a l'occasion, mais toujours pour de bonnes raisons. Et c'est capital. Lorsqu'on prend la responsabilité de délivrer un message public, dans l'espace public, il faut prendre les moyens de ce message. Donc elle prend les choses très au sérieux. Au fond, elle prend la République des lettres là où il faut la prendre, c'est-à-dire au plus haut. Et ça, c'est un motif de très grande admiration pour moi. On s'ennuie jamais. Voilà. Ah, ça, c'est vrai. Mais ça, il faut pas que je m'ennuie, moi, dans la vie. Parce que si je m'ennuie, je m'en vais. Donc, c'est lui aussi. Donc ça fait 27 ans que je tiens. Mais il y a autre chose. Olivier dit que je suis quelqu'un de très rapide. C'est vrai qu'on m'a souvent comparé dans le milieu analytique à Lucky Luke qui tire plus vite que son oncle. Bon, c'est-à-dire, je suis rapide, il est beaucoup plus rapide que moi. Et puis, Olivier a un avantage, il n'a pas besoin de parler des heures pour avoir compris. Moi, je parle beaucoup plus, lui, il est silencieux, moi je suis bavarde, mais j'ai souvent le sentiment qu'avec lui, c'est les séances courtes. C'est-à-dire, ça va, quoi, on a compris. Tandis que moi, j'ai plus besoin de paroles, quand même. À quelle empreinte je pense laisser, ça c'est la postérité qui décidera, ça n'est pas moi. C'est une question angoissante à laquelle je crois l'auteur peut pas répondre. J'espère que ces travaux auront une postérité, je l'espère. Mais ça, alors là, le mouvement de l'histoire est tel qu'on ne sait jamais. On peut pas décider soi-même par intentionnalité de ce qu'on va laisser comme transmission. Ça n'est qu'un espoir.